Dans la brume matinale qui enveloppe souvent les villages du Val-de-Loire, se cache une histoire oubliée pendant plus de 3 décennies. Une histoire qui commence le 14 septembre 1987, lors d'une soirée apparemment ordinaire dans le pittoresque village de Saint-Martin-sur-Loire. Ce soir-là, le festival des vendanges battait son plein. Les rues pavées étaient animées par les rires et les conversations des habitants et des visiteurs venus célébrer la récolte annuelle du raisin. Parmi eux se trouvait Ellen Weston, une Américaine de 32 ans, professeure de littérature à l'université de Tours. Grande, élégante, avec des cheveux auburn et toujours vêtue avec goût, Ellen était connue pour sa passion pour la culture française et son enthousiasme contagieux en classe. Arrivée en France 3 ans plus tôt dans le cadre d'un programme d'échange universitaire, elle avait rapidement conquis le cœur de ses collègues et de ses étudiants. Son adaptation à la vie française semblait parfaite. Elle parlait couramment la langue, appréciait la gastronomie locale et s'était intégrée dans la communauté de Saint-Martin où elle avait loué un petit appartement au-dessus d'une boulangerie. Cette soirée de septembre devait être comme les autres. Des témoins l'ont vu déguster des vins locaux, discuter avec animation sur les terrasses et prendre des notes dans un petit carnet qu'elle portait toujours avec elle, probablement pour son projet de livre sur la culture viticole française. À 22h37, une caméra de surveillance d'une banque locale a capturé sa dernière image connue. Hélène marchant seule sur la rue des Vignerons, s'éloignant du centre du festival. Le lendemain matin, lorsqu'elle ne s'est pas présentée pour donner son cours à l'université, personne ne s'est immédiatement inquiété. Ce n'est que lorsque ses étudiants ont attendu pendant 1 heure entière que le doyen de la faculté, Michel Beaumont, a décidé d'appeler chez elle. Pas de réponse. Après plusieurs tentatives infructueuses, il s'est rendu à son appartement, accompagné du concierge. La porte était verrouillée. À l'intérieur, tout semblait en ordre. Une tasse de thé à moitié bu sur la table, un livre ouvert sur le canapé, son lit non défait. Ses vêtements étaient rangés dans l'armoire, son passeport dans le tiroir de sa table de nuit. Seul son sac à main et les vêtements qu'elle portait la veille manquaient à l'appel. C'était comme si Ellen Weston s'était simplement évaporée. La police locale a été alertée et a commencé une enquête de routine. Au début, les autorités ont supposé qu'il s'agissait d'un départ volontaire ou peut-être d'une aventure impromptue. Après tout, les disparitions volontaires n'étaient pas rares, même chez les personnes bien intégrées. Mais à mesure que les jours passaient, cette théorie devenait de moins en moins plausible. L'inspecteur principal chargé de l'affaire, Jean-Claude Mercier, un homme d'expérience avec 20 ans de service à son actif, a rapidement élargi les recherches. Les bois environnants ont été fouillés, les caves et les anciennes carrières explorées, le fleuve Loire et ses affluents sondés sur plusieurs kilomètres. Rien. Les interviews des habitants et des participants au festival n'ont pas révélé d'indices significatifs. Personne n'avait remarqué de comportement suspect. Hélène semblait détendue, peut-être un peu plus pensive que d'habitude selon certains, mais rien qui puisse suggérer une menace imminente. Une fouille plus approfondie de son appartement a révélé quelques éléments intrigants. Son journal intime s'arrêtait brusquement 3 jours avant sa disparition. Dans son dernier passage, elle mentionnait vaguement une découverte troublante et son intention de confronter directement la situation. Mais les détails manquaient. Son ordinateur portable, un Macintosh SE récemment acquis et considéré comme un luxe à l'époque, a été analysé par les experts de la police technique. Les fichiers récents concernaient principalement ses cours et quelques chapitres de son livre en cours d'écriture. Toutefois, un dossier nommé « Recherche spéciale » avait été supprimé la veille de sa disparition. Malgré les efforts des techniciens, son contenu n'a pu être récupéré avec les technologies disponibles à la fin des années 80. Les relevés téléphoniques d'Hélène montraient plusieurs appels vers un numéro non identifié dans les jours précédant sa disparition. Ce numéro, comme l'a découvert plus tard l'enquête, appartenait à une cabine téléphonique située près des caves d'un négociant en vin local. Mais qui Hélène appelait-elle ? Et pourquoi utiliser une cabine publique pour recevoir ses appels plutôt que son téléphone personnel? Après 6 semaines d'investigation intensive, l'affaire commençait à s'essouffler.
Aucun corps n'avait été retrouvé, aucun témoin ne s'était manifesté avec des informations cruciales. Aucune activité sur ses comptes bancaires n'avait été détectée. La famille d'Hélène, venue des États-Unis, a offert une récompense substantielle pour toute information menant à sa localisation. Des affiches avec son visage ont été placardées dans toute la région. Des reportages télévisés ont été diffusés. Le silence persistait. Certaines pistes ont été suivies avec plus d'insistance que d'autres, notamment celle d'un certain Zachary Thorne, un négociant en vins américains installé dans la région depuis quelques années. Plusieurs témoins avaient mentionné avoir vu Hélène converser avec lui pendant le festival, parfois de manière animée. Interrogé à plusieurs reprises, Thorne a maintenu qu'il connaissait Hélène uniquement dans un cadre professionnel. Elle l'aurait interviewé pour son livre et qu'il n'avait aucune information sur sa disparition. Son alibi pour la nuit en question semblait solide. Il affirmait avoir pris le dernier train pour Paris, où il avait une réunion d'affaires tôt le lendemain matin. Des billets de train, des reçus d'hôtel et le témoignage d'un partenaire commercial confirmaient son récit. Après plusieurs interrogatoires, la police l'a écarté de la liste des suspects. D'autres pistes ont été explorées. Un étudiant obsédé par Hélène, un ex-petit ami resté aux États-Unis, des randonneurs suspects aperçus dans la région. Toutes se sont révélées infructueuses. Au bout de 6 mois, l'enquête active a été suspendue, faute de nouvelles preuves. Le dossier Weston est devenu l'un des nombreux cold cases qui hantent les archives de la police judiciaire française. Pour le monde extérieur, Hélène Weston était devenue un mystère, une anecdote locale, une mise en garde pour les jeunes femmes voyageant seules. Dans les années qui ont suivi, l'affaire a connu quelques soubresauts sporadiques. En 1992, un randonneur a découvert un foulard en soie dans une grotte isolée qui ressemblait à celui qu'Hélène portait le soir de sa disparition. L'analyse a confirmé qu'il s'agissait bien du sien, mais aucune trace de sang ou d'ADN exploitable n'a pu être prélevée avec les techniques de l'époque. La grotte a été minutieusement fouillée, sans résultat. En 1995, un journaliste local a publié une série d'articles suggérant qu'Hélène aurait pu découvrir un réseau de contrebande de vin contrefait opérant dans la région. Cette théorie, bien que séduisante, manquait de preuves tangibles et a été reléguée au rang de spéculation. En 1999, la famille Weston a officiellement fait déclarer Hélène, présumée décédée par un tribunal américain, une étape douloureuse mais nécessaire pour obtenir une forme de clôture et régler les questions d'héritage. Et puis, le silence. L'affaire Weston a lentement glissé dans l'oubli, rejoignant les innombrables mystères non résolus qui peuplent l'histoire criminelle. Les années sont passées. Les officiers en charge ont pris leur retraite ou ont été réaffectés. Le dossier a été archivé dans les sous-sols poussiéreux du commissariat de Tours, où il aurait pu rester indéfiniment. Jusqu'à ce jour de janvier 2023, où une décision administrative apparemment banale allait changer le cours de l'histoire. Face aux contraintes budgétaires et au manque d'espace, la préfecture de police avait ordonné la numérisation de tous les anciens dossiers avant la destruction des archives physiques. Une équipe de jeunes archivistes a été chargée de cette tâche fastidieuse. Parmi eux se trouvait Léa Moreau, une passionnée d'affaires non résolues qui tenait un blog sur le sujet. Lorsqu'elle est tombée sur le dossier Weston, quelque chose a immédiatement capté son attention. Contrairement à la procédure standard, certaines pièces à conviction, dont l'écharpe retrouvée en 1992, n'avaient jamais été transférées au dépôt central. Elles étaient toujours conservées dans une vieille armoire métallique, oubliée depuis des décennies. Ce détail apparemment insignifiant allait devenir le premier domino d'une chaîne d'événements qui, 36 ans après les faits, allait finalement révéler la vérité sur la disparition d'Hélène Weston. Et cette vérité serait bien plus troublante que quiconque aurait pu l'imaginer. Car dans l'obscurité des archives attendait patiemment la clé de toute l'affaire, un indice que personne n'avait pensé à examiner avec les technologies modernes. Un indice qui allait non seulement résoudre le mystère de la disparition d'Hélène Weston,
mais aussi exposer un secret bien gardé dans la paisible région du Val-de-Loire. Un secret pour lequel quelqu'un était prêt à tuer. Le bâtiment gris et austère, qui abritait les archives de la police de Tours depuis des décennies, était promis à la démolition. Dans les sous-sols humides, des rangées interminables d'étagères métalliques croulaient sous le poids de milliers de dossiers. C'est dans cette atmosphère poussiéreuse que Léa Moreau poursuivait méticuleusement son travail de numérisation, classant chaque affaire selon un protocole strict. Le dossier Weston, rangé dans une boîte en carton défraîchi étiquetée W 1987-43, n'aurait pas dû se distinguer des autres. Pourtant, en l'ouvrant, Léa avait ressenti ce frisson familier qui l'accompagnait chaque fois qu'elle touchait à l'histoire d'une personne disparue. Des photographies jaunies d'Hélène souriante, des rapports d'enquête tapés à la machine, des témoignages manuscrits, les fragments d'une vie interrompue. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» avait demandé Thomas Renard, son collègue archiviste, en remarquant son expression concentrée. Une disparition non résolue de 1987, une américaine. Le dossier mentionne des pièces à conviction qui devraient être au dépôt central. Mais il y a une note indiquant qu'elles sont restées ici, dans l'armoire B17. Cette découverte était suffisamment inhabituelle pour mériter une vérification. L'armoire en question, située dans un recoin oublié des archives, contenait effectivement une boîte scellée portant le même numéro de référence que le dossier Weston. À l'intérieur, soigneusement emballée dans du papier de conservation, une écharpe en soie aux motifs floraux, un carnet de notes partiellement brûlé et un trousseau de clés. Ce qui intrigua immédiatement Léa fut l'état de conservation remarquable de ces objets, particulièrement l'écharpe. Selon le rapport, elle avait été retrouvée dans une grotte, exposée aux éléments. Comment pouvait-elle paraître presque neuve après tant d'années? Les procédures de l'époque exigeaient que les preuves textiles soient nettoyées et traitées pour éviter la dégradation. Mais ce traitement aurait normalement altéré la soie. Poussée par sa curiosité professionnelle et son intérêt personnel pour les affaires non résolues, Léa décida de consulter le commissaire divisionnaire Philippe Lambert, responsable de la section des affaires non élucidées. À 58 ans, Lambert était une figure respectée dans la police judiciaire, connue pour sa rigueur et son engagement envers les victimes oubliées. Une écharpe non traitée après 36 ans, avait-il remarqué les sourcils froncés après avoir examiné la pièce à conviction. C'est inhabituel, mais potentiellement précieux. Les techniques de préservation de l'époque détruisaient souvent les preuves biologiques, si elle n'a pas été traitée. Il n'avait pas terminé sa phrase, mais Léa avait compris l'implication. Les technologies modernes d'analyse ADN pourraient peut-être révéler des informations invisibles pour les enquêteurs de 1987. C'est ainsi que le dossier Weston, après 3 décennies de sommeil, fut officiellement rouvert. Le commissaire Lambert, à 2 ans de la retraite, vit dans cette affaire une dernière chance de résoudre un mystère qui avait hanté toute une génération d'enquêteurs. Il confia la direction opérationnelle à la capitaine Morgan Reed, une Américaine d'origine française, spécialiste des affaires non résolues. Reed, 42 ans, avait rejoint la police française après 15 ans au FBI. Son expertise en analyse comportementale et sa connaissance des 2 cultures en faisaient la candidate idéale pour reprendre cette enquête transfrontalière. Dès sa première lecture du dossier, elle identifia plusieurs angles morts dans l'investigation originale. L'enquête initiale s'est trop rapidement concentrée sur la théorie d'un crime passionnel ou d'une disparition volontaire, expliqua-t-elle lors de la première réunion d'équipe. Je veux repartir de zéro, sans présupposer. Notre premier objectif, déterminer si l'écharpe contient des traces biologiques exploitables. Le laboratoire de police scientifique de Lyon, l'un des plus avancés d'Europe, prit en charge l'analyse de l'écharpe. Les techniques modernes permettaient désormais d'extraire des profils ADN de preuves jugées inexploitables quelques années auparavant. Le processus était délicat, la moindre contamination pouvait compromettre les résultats. Pendant que les scientifiques travaillaient, Reed et son équipe s'immergèrent dans la reconstruction méticuleuse de la vie d'Hélène Weston.
Ils numérisèrent et analysèrent chaque document, chaque photographie, chaque témoignage. Des logiciels de cartographie temporelle leur permirent de visualiser les derniers mouvements connus de la victime. Une découverte technique significative vint rapidement bouleverser la chronologie établie. La vidéosurveillance de la banque, considérée comme la dernière image d'Hélène vivante, avait été mal horodatée. Une analyse des ombres et de l'éclairage public visible sur l'enregistrement révéla que la séquence avait été capturée à 21h17 et non 22h37 comme indiqué dans le rapport initial. Cela nous donne plus d'une heure non documentée, nota Reed. Et cela contredit plusieurs témoignages qui la plaçaient au festival jusqu'à 22h. Cette simple erreur technique ouvrait de nouvelles possibilités. Où était Hélène pendant cette heure manquante? Avait-elle quitté le festival plus tôt que prévu pour un rendez-vous secret? Les enquêteurs de 1987, travaillant avec une chronologie erronée, avaient peut-être négligé des témoins cruciaux. Reed décida de retourner à Saint-Martin-sur-Loire, accompagné de l'inspecteur Antoine Dubois, un jeune officier originaire de la région. Le village avait peu changé en 3 décennies. Les mêmes rues pavées, les mêmes maisons en tuffeau, la même place centrale où se tenait toujours le festival des vendanges chaque septembre. Ils commencèrent par rencontrer Michel Beaumont, l'ancien doyen de la faculté, maintenant octogénaire. Sa mémoire restait remarquablement claire concernant son ancienne collègue. Hélène était lumineuse, se rappela-t-il, assis dans le jardin de sa maison de retraite, brillante intellectuellement, mais aussi dans sa façon d'être. Elle avait cette capacité à voir des connexions que personne d'autre ne remarquait. C'est ce qui rendait ses recherches si innovantes. Lorsque Reed l'interrogea sur le projet de livre d'Hélène, son expression changea subtilement. Au début, c'était une simple étude culturelle sur les traditions viticoles françaises. Mais quelques mois avant sa disparition, la nature de ses recherches a changé. Elle est devenue plus secrète. Elle posait des questions sur les aspects économiques, les exportations, la certification des appellations. J'ai supposé qu'elle avait simplement affiné son sujet. Cette information résonnait avec les notes énigmatiques trouvées dans son journal intime. Reed demanda si Beaumont se souvenait d'interactions entre Hélène et Zachary Thorne, le négociant en vin américain brièvement suspecté en 1987. Thorne? Oui, bien sûr. Il était difficile de ne pas remarquer cet homme, charismatique, fortuné, toujours impeccablement habillé. Il organisait des dégustations somptueuses pour l'élite locale. Hélène l'avait interviewé plusieurs fois pour son livre. Je les ai vus ensemble à diverses occasions, mais je n'ai jamais eu l'impression qu'il s'agissait de plus qu'une relation professionnelle. Reed et Dubois poursuivirent leur enquête de terrain pendant plusieurs jours, réinterrogeant d'anciens témoins et découvrant de nouvelles personnes jamais entendues en 1987. Une rencontre particulièrement fructueuse eut lieu avec Martine Legrand, ancienne serveuse au Café de la Place, maintenant propriétaire de l'établissement. « J'avais 19 ans à l'époque », expliqua-t-elle, en essuyant machinalement le comptoir en bois poli. Je n'ai jamais été interrogé officiellement. La police parlait au patron, pas aux employés. Pourtant, ses souvenirs s'avérèrent précieux. Elle se rappelait distinctement avoir servi Hélène et un homme le soir de sa disparition, non pas dans la salle principale, mais dans l'arrière-cour isolée. C'était inhabituel parce qu'il faisait déjà frais en septembre. Personne ne demandait à s'asseoir dehors. Mais cet homme, grand, américain aussi je crois, avait insisté et laissé un pourboire généreux pour cette faveur. « Pourriez-vous identifier cet homme ?» demanda Reed. « Peut-être, c'était il y a si longtemps, mais je me souviens qu'il ne semblait pas avoir une conversation amicale. Elle avait l'air tendue, presque effrayée. À un moment, elle a sorti un petit appareil photo de son sac. Il a immédiatement posé sa main sur la sienne, comme pour l'empêcher de l'utiliser. Reed lui montra une série de photographies, dont celle de Zachary Thorne à l'époque. Martine hésita longuement avant de pointer du doigt. Je crois que c'était lui. Mais je ne peux pas être absolument certaine après tout ce temps. Cette nouvelle piste coïncida avec un appel du laboratoire de Lyon. Les résultats préliminaires des analyses de l'écharpe étaient arrivés. Contre toute attente, les scientifiques avaient réussi à extraire plusieurs profils ADN exploitables. Nous avons identifié 3 ADN distincts.
expliqua la docteure Sophie Chen, responsable du laboratoire. Le premier correspond probablement à Helen Weston, mais nous aurions besoin d'un échantillon familial pour confirmation. Le deuxième appartient vraisemblablement à la personne qui a découvert l'écharpe en 1992, un randonneur nommé Gabriel Leroy, selon le dossier. Et le troisième? Demanda Reed, sentant l'excitation monter. C'est là que ça devient intéressant. Nous avons un profil masculin complet, préservé dans un résidu de fluide biologique sur le revers de l'écharpe. Il était protégé du temps et des éléments par un repli du tissu. Ce profil a été comparé aux bases de données nationales et internationales sans correspondance. Cependant, la scientifique fit une pause, cherchant ses mots avec précaution. Cependant, le système a identifié une correspondance partielle avec un échantillon prélevé dans une affaire américaine en 2018, une correspondance familiale, probablement un parent proche du donneur. Reed sentit son pouce accélérer. Une correspondance familiale signifiait qu'il cherchait quelqu'un biologiquement lié à une personne déjà fichée. Cette information pourrait considérablement réduire le champ des suspects. De quelle affaire américaine s'agit-il? Un certain Kyle Thorne, arrêté pour fraude financière à Boston en 2018. Thorne, le même nom que le négociant en vins écartés comme suspect en 1987. Cette coïncidence était trop importante pour être ignorée. Une recherche rapide confirma que Kyle Thorne était le neveu de Zachary Thorne. Parallèlement, l'équipe technique avait réussi à récupérer partiellement les données du disque dur de l'ordinateur d'Hélène conservé dans les scellés. Malgré l'ancienneté du support, des fragments du mystérieux dossier Recherche spéciale avaient pu être reconstitués. Ces fragments révélèrent qu'Hélène avait minutieusement documenté un réseau complexe d'irrégularités dans l'exportation de vins français vers les États-Unis. Elle avait apparemment découvert un système sophistiqué de falsification d'appellation et de contrefaçon, impliquant plusieurs domaines viticoles prestigieux et un intermédiaire américain qui n'était jamais nommé explicitement dans les documents récupérés. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Reed convoqua une réunion d'urgence avec le commissaire Lambert et le procureur de la République. La théorie qui émergeait était aussi simple que troublante. Helen Weston avait découvert un système de fraude viticole d'envergure internationale, et quelqu'un l'avait fait taire. L'enquête prit alors une nouvelle dimension. Si Zachary Thorne était impliqué, où se trouvait-il aujourd'hui, 36 ans après les faits? Était-il seulement encore en vie? Une recherche dans les bases de données administratives françaises ne donna aucun résultat. Thorne semblait avoir quitté la France au début des années 1990, peu après l'affaire du foulard retrouvé dans la grotte. Les autorités américaines, contactées via Interpol, confirmèrent qu'il n'était pas décédé officiellement aux États-Unis et qu'il n'avait pas utilisé son passeport américain depuis 2010. C'est une analyse des transactions immobilières qui fournit finalement une piste. En 2005, une propriété luxueuse avait été acquise à Nantes par une société offshore basée aux îles Caïmans. Le représentant légal de cette société lors de la transaction était un certain Z. Thomas, possiblement un pseudonyme transparent pour quelqu'un voulant maintenir un profil bas tout en restant dans la région qu'il connaissait. Reed et son équipe organisèrent une surveillance discrète de la propriété. Pendant plusieurs jours, aucun mouvement significatif ne fut observé, à l'exception d'une femme de ménage venant 3 fois par semaine et d'un jardinier s'occupant du vaste parc entourant la demeure. Puis un matin pluvieux d'avril, un homme âgé émergea pour une promenade dans le jardin. Malgré ses 75 ans, sa démarche restait assurée, son port altier. Les photographies prises par l'équipe de surveillance, comparées aux images de Zachary Thorne de 1987, confirmèrent ce que Reed soupçonnait déjà. Ils avaient retrouvé leur suspect. Mais les preuves restaient circonstancielles. L'ADN sur l'écharpe, bien que compatible avec un parent de Kyle Thorne, ne pouvait être formellement attribué à Zachary sans échantillon comparatif. L'équipe juridique insista sur la nécessité d'obtenir cet échantillon légalement, sans compromettre une future procédure judiciaire. La solution vint d'une source inattendue.
Le jardinier de la propriété, approché discrètement, révéla que Monsieur Thomas fréquentait régulièrement un restaurant gastronomique du centre-ville de Nantes. Reed y organisa une opération subtile. Une équipe de la police scientifique récupéra les couverts, verres et serviettes utilisés par Thorne lors d'un dîner, permettant l'extraction de son ADN sans qu'il en soit conscient. Les résultats, revenus en urgence du laboratoire, ne laissaient aucune place au doute. L'ADN de Zachary Thorne correspondait parfaitement au troisième profil trouvé sur l'écharpe d'Helen Weston. Après 36 ans de silence, la vérité émergeait enfin des ombres. Mais l'équipe de Reed savait que transformer cette découverte en justice serait encore un défi considérable. Car maintenant, il devait non seulement prouver la culpabilité de Thorne, mais aussi démanteler l'alibi apparemment solide qu'il avait protégé pendant toutes ces années. Et surtout, il devait répondre à la question qui hantait cette affaire depuis le début. Qu'était-il arrivé exactement à Helen Weston cette nuit de septembre 1987? Où se trouvait son corps? La confrontation avec Zachary Thorne, désormais inévitable, allait-elle enfin révéler le dernier chapitre de cette tragédie? Car derrière les murs de sa propriété nantaise, ignorant encore qu'il était surveillé, Zachary Thorne gardait ses secrets. Des secrets qui avaient résisté à l'épreuve du temps, enterrés aussi profondément que les restes d'Helen Weston. Mais la science moderne et la ténacité d'une équipe déterminée s'apprêtaient à faire voler en éclats 3 décennies de mensonges soigneusement construits. La pluie battante qui s'abattait sur Nantes semblait isoler la demeure de Zachary Thorne du reste du monde. Depuis son bureau, le capitaine Morgan Reed observait la propriété à travers des jumelles à vision nocturne. La maison, une élégante bâtisse du 19e siècle, entourée d'un jardin à la française, impeccablement entretenu, reflétait la prospérité de son propriétaire. Difficile d'imaginer qu'elle abritait potentiellement un meurtrier qui avait échappé à la justice pendant plus de 3 décennies. Nous devons procéder avec une extrême prudence, avait insisté le procureur de la République lors de la dernière réunion de coordination. Thorne est un homme fortuné, avec probablement d'excellents avocats. La correspondance ADN est cruciale, mais nous avons besoin de reconstituer la chaîne des événements pour obtenir une condamnation. Reed en était parfaitement consciente. Dans les affaires anciennes, les preuves matérielles ne suffisaient pas toujours à convaincre un jury. Il fallait raconter une histoire cohérente, combler les lacunes, expliquer les motivations. Pour cela, son équipe devait plonger plus profondément dans le passé d'Helen Weston et de Zachary Thorne. La première étape fut de contacter la famille d'Helen aux États-Unis. Son frère cadet, Nathan Weston, désormais professeur de littérature comme sa sœur disparue, accepta immédiatement de collaborer. Il fournit des échantillons ADN qui confirmèrent définitivement que le profil génétique principal sur l'écharpe appartenait bien à Helen. Plus précieux encore, il partagea des boîtes entières de lettres, photographies et journaux intimes que sa sœur avait envoyés ou laissés aux États-Unis. Hélène était méthodique, expliqua-t-il lors d'une visioconférence avec l'équipe française. Elle documentait tout. C'était à la fois sa plus grande qualité en tant que chercheuse et peut-être ce qui l'a mise en danger. Parmi ces documents, Reed découvrit une correspondance que les enquêteurs de 1987 n'avaient jamais vue. Dans ses lettres à son frère, Hélène mentionnait à plusieurs reprises ses rencontres avec Zachary Thorne, décrits comme fascinants mais inquiétants. Une lettre en particulier, datée de juillet 1987, soit 2 mois avant sa disparition, contenait ce passage révélateur. « ZT a encore insisté pour me montrer ses méthodes spéciales d'assemblage. Il présente ça comme une technique révolutionnaire, mais j'ai des doutes croissants. Les vins qu'il exporte ne correspondent pas aux descriptions des domaines d'origine. Je commence à soupçonner quelque chose de bien plus grave qu'une simple exagération marketing. » Cette lettre correspondait à la période où les recherches d'Hélène avaient changé de nature, selon son ancien doyen. Elle n'écrivait plus simplement un livre culturel sur la viticulture française. Elle enquêtait sur une possible fraude. Parallèlement, l'inspecteur Dubois explorait le passé professionnel de Zachary Thorne. Les archives des douanes françaises révélèrent que sa société,
Loire Valley Selections avait été l'un des plus importants exportateurs de vins français vers les États-Unis dans les années 1980. Particulièrement spécialisé dans les vins prestigieux des appellations Vouvray, Chinon et Saumur-Champigny, Thorn avait bâti sa réputation sur sa capacité à fournir aux restaurants et collectionneurs américains des bouteilles rares à des prix compétitifs. Trop compétitifs, peut-être, remarqua Dubois en examinant les registres d'exportation. Les volumes déclarés pour certaines cuvées prestigieuses dépassent largement la production réelle des domaines concernés pour ces millésimes. Cette anomalie statistique aurait dû alerter les autorités, mais à l'époque, les contrôles étaient moins rigoureux et les systèmes informatiques moins performants pour détecter de telles incohérences. Une visite au domaine viticole mentionné dans les documents d'Hélène permit de recueillir des témoignages édifiants. Plusieurs vignerons âgés se souvenaient de Thorn comme d'un Américain charmeur qui avait conclu des contrats d'exclusivité avec de nombreux petits producteurs. Certains admettaient, avec réticence, avoir parfois fermé les yeux sur des pratiques douteuses. Il nous achetait toute notre production de seconde qualité, celle qu'on vendait normalement en vrac localement, confia Maurice Leroux, un vigneron octogénaire de Vouvray. Le prix était bon, on ne posait pas de questions, mais on entendait des rumeurs, que ces vins traversaient l'Atlantique avec des étiquettes bien plus prestigieuses. Ces témoignages esquissaient les contours d'une vaste fraude. Thorn aurait acheté des vins ordinaires, les aurait reconditionnés avec des étiquettes contrefaites d'appellations prestigieuses, puis exportés comme des grands crus à des prix exorbitants. Une escroquerie qui, à l'échelle à laquelle elle semblait avoir été pratiquée, représentait des millions de dollars. Le profil psychologique de Thorn se précisait également. Né dans une famille aisée de Boston, il avait étudié l'œnologie à l'Université de Californie avant de s'installer en France au début des années 1980. Ses connaissances techniques et son charisme lui avaient permis de s'intégrer rapidement dans le milieu viticole français, traditionnellement fermé aux étrangers. Divorcé 2 fois, sans enfant, il vivait seul, entretenant des relations cordiales mais distantes avec son voisinage. Un ancien employé de Loire Valley Selections, retrouvé dans une maison de retraite près d'Angers, fournit des informations particulièrement troublantes. Louis Mercier, ancien comptable de la société, se souvint qu'à l'automne 1987, Thorn avait brusquement licencié plusieurs employés et restructuré entièrement son entreprise. C'était juste après la disparition de cette Américaine dont parlaient les journaux. Je n'ai jamais fait le lien à l'époque, mais maintenant que vous me posez la question. Oui, son comportement avait changé. Il était devenu paranoïaque, vérifiant constamment les serrures, changeant les codes d'accès au chai principal. Un autre détail crucial émergea de cet entretien. Le comptable se rappelait avoir préparé des documents pour un voyage d'affaires de Thorn à Paris, exactement le soir de la disparition d'Hélène. Il m'avait demandé de réserver son billet de train et son hôtel habituel près de l'Opéra. Mais le lendemain, quand j'ai voulu lui faire signer des papiers à son retour, sa secrétaire m'a dit qu'il avait finalement voyagé en voiture et logé ailleurs. J'ai trouvé ça étrange, mais à l'époque, je ne me posais pas trop de questions. Cette information contredisait directement l'alibi de Thorn. S'il n'avait pas pris le train comme il l'avait affirmé aux enquêteurs, où était-il réellement cette nuit-là ? Reed décida qu'il était temps de reconstituer précisément les dernières heures connues d'Hélène Weston. Son équipe retourna à Saint-Martin-sur-Loire et recréa minutieusement le parcours de la victime le soir du festival, en s'appuyant sur les témoignages récemment recueillis et la chronologie corrigée. Selon cette nouvelle reconstruction, Hélène avait quitté le festival principal vers 21h, non pas pour rentrer chez elle, comme on l'avait supposé, mais pour rencontrer quelqu'un, vraisemblablement Thorn, au café de la place. Après cette rencontre tendue, décrite par l'ancienne serveuse, elle avait été vue marchant seule par la caméra de surveillance à 21h17, puis plus rien. Que s'était-il passé dans les heures suivantes ? Le témoignage d'une habitante âgée, jamais interrogée en 1987, apporta un élément nouveau.
Vivant dans une maison isolée à la sortie du village, elle se souvenait avoir entendu une violente dispute entre un homme et une femme près de chez elle, tard dans la soirée du festival. Plus significatif encore, elle avait noté la présence d'une voiture américaine garée à proximité. Un détail qu'elle n'avait mentionné à personne à l'époque, ne faisant pas le lien avec la disparition d'Hélène. Les registres douaniers confirmèrent que Thorne possédait alors une Cadillac Seville importée des États-Unis, un véhicule rare dans la campagne française des années 1980. Un examen approfondi de la région autour de cette maison, guidé par des géologues et des experts en scènes de crimes anciennes, conduisit l'équipe à une découverte macabre. Dans une zone boisée et difficile d'accès, les chiens spécialisés dans la recherche de restes humains marquèrent à plusieurs reprises un emplacement précis. Les fouilles révélèrent des fragments d'ossements humains profondément enfouis, accompagnés de résidus de tissu correspondant à la description des vêtements qu'Hélène portait le soir de sa disparition. L'analyse médico-légale confirma qu'il s'agissait des restes d'une femme correspondant au profil d'Hélène, et l'analyse ADN vint formellement l'identifier. L'examen des ossements révéla des fractures au niveau du crâne, suggérant une mort violente par traumatisme contondant. Le puzzle était presque complet. Les preuves scientifiques, les témoignages recueillis et la reconstitution des événements convergeaient vers un scénario cohérent. Hélène avait découvert la fraude orchestrée par Thorne et l'avait confrontée à ce sujet. Cette confrontation avait dégénéré en violence, conduisant à sa mort. Thorne avait ensuite dissimulé son corps dans cette zone isolée avant de fabriquer soigneusement un alibi pour la soirée. Mais pourquoi l'écharpe avait-elle été retrouvée dans une grotte à plusieurs kilomètres de là, 5 ans plus tard? Cette incohérence géographique troublait Reed. La réponse vint d'une analyse météorologique historique. L'automne 1987 avait connu des inondations exceptionnelles dans la région. Il était plausible que certains effets personnels d'Hélène, initialement laissés près du corps, aient été emportés par les eaux et déposés ailleurs. Alternativement, Thorne avait peut-être délibérément dispersé certains objets pour brouiller les pistes. Cette théorie était renforcée par le fait que l'écharpe, contrairement à ce qu'indiquait le rapport initial, ne présentait pas les signes d'usure qu'aurait dû causer une exposition prolongée aux éléments. Avec l'ensemble de ces éléments, le procureur autorisa l'arrestation de Zachary Thorne pour l'homicide d'Elaine Weston. L'opération fut planifiée méticuleusement pour éviter toute fuite qui aurait pu permettre aux suspects de prendre la fuite. À l'aube d'un matin de mai, une équipe d'intervention spéciale encercla discrètement la propriété nantaise. Reed, accompagné du commissaire Lambert et de l'inspecteur Dubois, sonna à la porte principale. Ce fut Thorne lui-même qui ouvrit, vêtu d'une robe de chambre en soie, une tasse de café à la main. Son expression, lorsqu'il vit les insignes de police, ne trahit qu'une brève surprise, rapidement masquée par un calme olympien. « Zachary Thorne », annonça formellement Reed. « Je vous arrête pour l'homicide d'Hélène Weston, commis le 14 septembre 1987 à Saint-Martin-sur-Loire. » Thorne ne protesta pas, ne demanda pas d'explication. Il se contenta de hocher imperceptiblement la tête, comme si, quelque part, il avait toujours su que ce jour viendrait. « Puis-je au moins finir mon café ?» demanda-t-il simplement, avec un accent américain presque imperceptible après toutes ces années en France. Ce calme apparent se fissura pourtant lors de sa première audition. Confronté à la correspondance ADN et aux incohérences de son alibi, Thorne commença à montrer des signes d'agitation. Lorsque Reed mentionna la découverte des restes d'Hélène, ses mains se mirent à trembler visiblement. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-il. « Ce n'était pas censé se passer comme ça. » Cette phrase, prononcée presque involontairement, constituait une première brèche dans le mur de déni qu'il avait maintenu pendant 36 ans. Mais Thorne se reprit rapidement et refusa de s'expliquer davantage, invoquant son droit à consulter un avocat. L'équipe juridique qu'il constitua était impressionnante. 3 avocats de renom spécialisés dans les affaires criminelles complexes. Leur stratégie de défense initiale consista à remettre en question la chaîne de conservation des preuves sur une période aussi longue et à suggérer des contaminations possibles des échantillons ADN.
Mais cette défense s'effondra lorsque les enquêteurs découvrirent, en examinant les comptes bancaires historiques de Thorn, plusieurs paiements à un laboratoire privé en Suisse en 1992, exactement à l'époque où l'écharpe avait été retrouvée. Ce laboratoire, spécialisé dans les analyses génétiques précoces, avait depuis longtemps fermé ses portes, mais ses archives révélèrent que Thorn avait fait tester l'ADN présent sur l'écharpe bien avant la police. Cette découverte suggérait non seulement qu'il connaissait l'existence de l'écharpe avant sa découverte officielle, mais aussi qu'il suivait activement les avancées des techniques d'identification génétique, probablement pour évaluer le risque d'être un jour identifié. Face à cette nouvelle preuve accablante, la stratégie des avocats changea. Ils commencèrent à évoquer la possibilité d'un homicide involontaire, plutôt qu'un meurtre prémédité, suggérant une altercation qui aurait mal tourné. Reed sentait que la vérité complète était à portée de main. Mais pour reconstituer exactement ce qui s'était passé cette nuit de septembre 1987, il manquait encore un élément crucial, le mobile précis. Qu'avait exactement découvert Hélène, qui justifiait un tel acte désespéré? La réponse se trouvait peut-être dans les caves oubliées de l'ancienne entreprise de Thorn, Loire Valley Selections. Le bâtiment, situé dans la campagne Tourangelle, avait été vendu plusieurs fois depuis la restructuration de l'entreprise en 1987, mais ces vastes caves souterraines, creusées dans le tuffeau caractéristique de la région, étaient restées largement inexplorées. Avec l'autorisation judiciaire, Reed et son équipe entreprirent une fouille méthodique de ces caves. Dans une section murée, dissimulée derrière des tonneaux abandonnés, ils découvrirent ce qui semblait être un ancien laboratoire clandestin. Des équipements d'embouteillage, des étiquettes contrefaites, des bouchons et des capsules de diverses appellations prestigieuses, l'infrastructure complète d'une opération sophistiquée de falsification viticole. Plus significatif encore, des dossiers soigneusement rangés dans des classeurs étanches, documentant chaque aspect de cette fraude sur plusieurs années. Des listes de clients américains prestigieux, restaurants étoilés, collectionneurs fortunés, même quelques politiciens influents, tous apparemment dupés par les faux grands crus de Thorn. Et parmi ces documents, une dernière pièce du puzzle, des négatifs photographiques. En les développant, les enquêteurs découvrirent des images de Thorn et plusieurs de ses complices en plein processus de reconditionnement des vins ordinaires en bouteilles d'apparence prestigieuse. Ces photographies, prises à leur insu, portaient la signature artistique caractéristique d'Elaine Weston. Le scénario devenait limpide. Hélène n'avait pas seulement soupçonné la fraude, elle l'avait documentée, photographiée, prouvée. Et elle s'apprêtait probablement à la dénoncer, ce qui aurait non seulement détruit l'empire commercial de Thorn, mais l'aurait également exposé à des poursuites criminelles dans 2 pays. Confronté à ces dernières découvertes, lors d'un nouvel interrogatoire, Thorn sembla finalement abandonné. Son masque d'assurance aristocratique se fissura complètement, révélant un vieil homme fatigué par le poids de décennies de mensonges. « Elle était si idéaliste », murmura-t-il, regardant dans le vide. Elle pensait que tout était une question de vérité, de justice. Elle ne comprenait pas les nuances, les compromis nécessaires dans le monde réel des affaires. Pour la première fois, il commença à parler de cette nuit fatidique de septembre 1987, dévoilant enfin les dernières heures d'Hélène Weston. Mais alors que la vérité semblait enfin à portée de main, un coup de théâtre inattendu vint bouleverser l'enquête. Car les confessions de Thorn allaient révéler non seulement les circonstances exactes de la mort d'Hélène, mais aussi l'existence d'un réseau bien plus vaste que quiconque n'avait imaginé. Un réseau impliquant des personnalités haut placées des 2 côtés de l'Atlantique, dont certaines occupaient encore des positions d'influence. Et pour Morgan Reed et son équipe, la quête de justice pour Elaine Weston allait bientôt se transformer en une course contre la montre, alors que des forces puissantes s'activaient dans l'ombre pour que certains secrets restent enterrés. Aussi profondément que l'avait été la jeune professeure américaine pendant 36 longues années. La salle d'interrogatoire du commissariat central de Nantes était austère, fonctionnelle, avec ses murs gris pâle et sa table en métal boulonnée au sol.
Face à Zachary Thorne, le capitaine Morgan Reed restait silencieuse, laissant le poids du silence amplifier la tension. À 75 ans, Thorne conservait une allure impressionnante. Dos droit, regard vif, cheveux argentés impeccablement coiffés. Seules ses mains, légèrement tremblantes, trahissaient son anxiété. « Vous avez mentionné qu'Hélène était idéaliste », reprit finalement Reed. « Poursuivez. » Thorne ajusta ses lunettes à monture dorée, un geste qui semblait lui donner le temps de rassembler ses pensées. « Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, c'était lors d'une dégustation à Tours. Elle posait des questions pertinentes, montrait une véritable compréhension des subtilités viticoles, rares pour une Américaine. J'ai été impressionné. » Il fit une pause, comme perdu dans ses souvenirs. Je l'ai invitée à visiter mes installations, pensant qu'elle pourrait écrire quelque chose de flatteur dans son livre. Une publicité gratuite, en somme. C'était une erreur. Reed ne l'interrompit pas, sachant que ses premiers aveux, même partiels, constituaient une percée significative. Elle a commencé à remarquer des incohérences, des détails que personne d'autre n'aurait relevés. La couleur légèrement différente des capsules, les nuances d'impression sur certaines étiquettes, la densité variable des vins supposément identiques. Au fil de son récit, Thorne décrivit comment Hélène avait progressivement assemblé les pièces du puzzle, comprenant l'ampleur de la fraude qu'il orchestrait. Contrairement aux enquêteurs de l'époque qui avaient sous-estimé l'opération, elle avait saisi qu'il ne s'agissait pas simplement d'une escroquerie isolée, mais d'un système élaboré impliquant de multiples acteurs des deux côtés de l'Atlantique. Le soir du festival, elle m'a confronté. Elle avait des preuves, des photographies, des documents, des échantillons comparatifs. Elle menaçait de tout révéler, non seulement aux autorités françaises, mais aussi à la presse américaine. Ce récit confirmait la théorie de Reed, mais avec une nuance importante. Selon Thorne, la confrontation au café de la place n'était pas leur dernier échange. Il avait convaincu Hélène de le suivre jusqu'à son entrepôt principal, prétendant vouloir lui montrer des documents qui expliqueraient tout. Je pensais pouvoir la raisonner, lui faire comprendre les implications économiques pour toute la région si le scandale éclatait. Des centaines d'emplois étaient en jeu. C'est dans cet entrepôt isolé, à la sortie de Saint-Martin-sur-Loire, que la situation avait dégénéré. Selon Thorne, Hélène était restée inflexible, rejetant ses justifications et ses offres d'argent. La dispute s'était intensifiée. Elle a tourné les talons pour partir. J'ai paniqué. J'ai saisi un objet lourd. Je crois que c'était un presse-papier en marbre de mon bureau. Je voulais juste l'arrêter. Reed nota soigneusement cette version des faits, consciente que Thorne tentait de dépeindre un homicide involontaire plutôt qu'un meurtre prémédité. Les preuves médico-légales seraient cruciales pour confirmer ou infirmer ce récit. Pendant que l'interrogatoire se poursuivait, le reste de l'équipe approfondissait l'analyse des documents découverts dans les caves. Le système de fraude était remarquablement sophistiqué pour l'époque. Thorne achetait des vins ordinaires en vrac, les mélangeait selon des recettes précises pour imiter le profil gustatif de grands crus, puis les conditionnait dans des bouteilles contrefaites avec des étiquettes, bouchons et capsules quasiment indiscernables des originaux. Ce qui émergea également de ces documents était la liste des complices. Vignerons locaux qui fournissaient sciemment des vins de seconde catégorie, transporteurs qui fermaient les yeux sur les chargements suspects, et surtout, des importateurs américains qui distribuaient ces contrefaçons à des clients prestigieux moyennant des marges substantielles. Plusieurs noms sur cette liste provoquèrent une onde de choc dans l'équipe d'enquêteurs. Parmi les bénéficiaires de ce système figuraient des restaurateurs étoilés, des collectionneurs renommés et même un sénateur américain, tous clients réguliers de Thorne, achetant ces vins prétendument rares à des prix exorbitants. Plus troublant encore, certains documents suggéraient des connexions avec des officiels français de l'époque, notamment au sein des services douaniers et des organismes de certification viticole. Ces connexions expliquaient peut-être pourquoi les incohérences dans les volumes d'exportation n'avaient jamais été sérieusement investiguées. « C'est bien plus qu'une simple affaire de contrefaçon », commenta le commissaire Lambert en examinant ces documents. «
C'est un véritable réseau criminel transnational avec des ramifications politiques. Cette découverte soulevait une question préoccupante. Certains de ses complices occupaient-ils toujours des positions d'influence? Et si oui, tenteraient-ils d'interférer avec l'enquête pour protéger leur réputation? Parallèlement à ces développements, le laboratoire de police scientifique de Lyon poursuivait ses analyses des preuves biologiques. Le docteur Sophie Chen, responsable de l'unité ADN, contacta Reed avec des informations complémentaires sur les échantillons prélevés de l'écharpe. Nous avons approfondi l'analyse du profil ADN masculin, expliqua-t-elle lors d'une visioconférence sécurisée. Les marqueurs génétiques présentent des caractéristiques intéressantes. Selon Chen, l'ADN révélait des marqueurs spécifiques, compatibles avec une ascendance nord-européenne, concordant avec les origines familiales de Thorne. Plus significatif encore, certaines caractéristiques génétiques rares correspondaient précisément à celles identifiées chez son neveu Kyle dans la base de données américaine. La probabilité que cet ADN n'appartienne pas à Zachary Thorne est infinitésimale, moins d'une chance sur plusieurs milliards, conclut la scientifique. C'est aussi probant qu'une empreinte digitale. Cette confirmation scientifique renforçait considérablement le dossier de l'accusation. Mais les analyses avaient révélé autre chose, un élément que Thorne n'avait pas mentionné dans sa confession. L'échantillon contient des résidus biologiques qui ne sont pas exclusivement du sang, précisa Chen. Nous avons identifié des traces de salive mélangées au sang sur l'écharpe. Cette découverte suggérait un scénario différent de celui décrit par Thorne. Les experts médico-légaux proposèrent une hypothèse. L'agresseur aurait possiblement utilisé l'écharpe pour étouffer ou étrangler la victime, expliquant ainsi la présence de sa salive sur le tissu. Cette théorie contredisait la version de l'homicide accidentel d'un seul coup à la tête. Confronté à cette nouvelle preuve lors d'un interrogatoire ultérieur, Thorne se montra visiblement déstabilisé. « Vous ne comprenez pas », insista-t-il, la voix légèrement tremblante. Elle n'arrêtait pas de crier. Quelqu'un aurait pu entendre. J'ai paniqué. Cette déclaration constituait un aveu à peine voilé d'un acte bien plus délibéré que ce qu'il avait initialement admis. Reed sentit qu'il approchait d'une confession complète. Et, après l'avoir réduite au silence, « Qu'avez-vous fait, monsieur Thorne ?» Le vieil homme baissa les yeux, fixant ses mains posées sur la table métallique. « J'ai nettoyé disposé du corps dans un endroit où je pensais qu'il ne serait jamais retrouvé. J'ai créé des preuves de mon prétendu voyage à Paris. J'ai continué ma vie comme si rien ne s'était passé. » Le ton détaché avec lequel il prononça ces mots glaça Reed. Après 36 ans, l'horreur de son acte semblait s'être diluée dans le temps, réduite à une simple séquence d'événements techniques. Mais une question cruciale demeurait sans réponse satisfaisante. Pourquoi l'écharpe avait-elle été retrouvée dans une grotte à plusieurs kilomètres du lieu du crime, 5 ans après les faits? Sur ce point, la version de Thorne divergeait des hypothèses des enquêteurs. Il affirmait avoir gardé certains effets personnels d'Hélène, dont l'écharpe, dans un coffre-fort caché dans sa résidence, peut-être par sentiment de culpabilité ou comme une forme perverse de trophée. En 1992, j'ai appris que la police réexaminait d'anciennes affaires non résolues avec de nouvelles techniques. J'ai paniqué à nouveau. J'ai décidé de me débarrasser de l'écharpe dans un endroit éloigné, espérant qu'elle se dégraderait naturellement. Cette explication concordait avec les paiements découverts au laboratoire suisse. Thorne, conscient des avancées en matière d'identification génétique, avait voulu évaluer le risque que représentait cette preuve avant de s'en débarrasser. « Mais pourquoi la grotte ?» insista Reed. « Pourquoi pas l'incinération ou un simple conteneur à ordures ? Je voulais qu'elle soit retrouvée, admit finalement Thorne, surprenant les enquêteurs présents. Pas immédiatement, mais un jour, pour qu'elle puisse avoir une forme de sépulture, sa famille méritait au moins cela. » Cette réponse, mêlant calcul froid et remords tardifs, illustrait la complexité psychologique de l'homme qu'ils avaient en face d'eux, capable à la fois d'un meurtre prémédité et de sentiments résiduels d'humanité. L'équipe médico-légale poursuivait parallèlement l'examen des restes d'Hélène. L'analyse des fractures crâniennes confirmait un traumatisme violent, mais révélait également des marques sur les vertèbres cervicales compatibles avec un étranglement.
Le scénario qui émergeait était bien plus brutal que celui initialement décrit par Thorne. Un coup violent suivi d'une strangulation. Pendant ce temps, l'inspecteur Dubois approfondissait l'enquête sur l'alibi fabriqué par Thorne. Les registres ferroviaires de 1987 confirmaient qu'un billet avait bien été acheté à son nom pour le dernier train vers Paris le soir du 14 septembre. Cependant, une vérification minutieuse des listes de passagers effectivement contrôlés à bord, conservées dans les archives de la SNCF, ne mentionnait pas son nom. Plus révélateur encore, Dubois découvrit, en interrogeant d'anciens employés de l'hôtel parisien où Thorne prétendait avoir séjourné, qu'un homme correspondant à la description de son chauffeur de l'époque s'était présenté seul à la réception, affirmant que M. Thorne arriverait tard dans la nuit, créant ainsi l'illusion de sa présence à Paris. Ces découvertes démontraient la préméditation méticuleuse avec laquelle Thorne avait construit son alibi, contredisant sa version d'un acte impulsif dicté par la panique. La consolidation de toutes ces preuves, scientifiques, testimoniales et documentaires, brossait un tableau accablant pour Zachary Thorne. Le juge d'instruction chargé de l'affaire estima que les éléments étaient suffisamment solides pour procéder à une mise en examen formelle pour homicide volontaire avec préméditation, l'équivalent français du meurtre au premier degré. Cependant, l'enquête prenait également une dimension plus large. Les documents découverts dans les caves impliquaient de nombreuses autres personnes dans le réseau de fraude viticole. Bien que le délai de prescription pour ces délits économiques fût largement dépassé, certains complices occupaient toujours des positions influentes. Reed et Lambert décidèrent de procéder avec prudence concernant cet aspect de l'affaire. L'objectif principal restait d'obtenir justice pour Ellen Weston, et ils craignaient que l'élargissement de l'enquête à un vaste réseau de fraude n'attire des pressions politiques indésirables. Cette précaution s'avéra justifiée lorsque, quelques jours après la mise en examen officielle de Thorne, Reed reçut un appel discret d'un haut fonctionnaire du ministère de la Justice, suggérant diplomatiquement de concentrer l'enquête uniquement sur l'homicide et d'éviter de remuer inutilement des affaires économiques anciennes sans rapport direct avec le crime. « C'est exactement pour cette raison qu'Hélène a été tuée », remarqua amèrement Reed après cet appel, « parce qu'elle refusait de fermer les yeux sur un système corrompu. Nous ne commettrons pas la même erreur. » Malgré ces pressions subtiles, l'équipe poursuivit méthodiquement son travail. Les analyses ADN avaient joué un rôle déterminant dans la résolution de cette affaire, mais elles révélaient également les limites des enquêtes de l'époque. Si les technologies actuelles avaient été disponibles en 1987, Hélène aurait peut-être obtenu justice immédiatement et Thorne n'aurait pas bénéficié de 3 décennies de liberté. Cette réflexion conduisit Reed à recommander la création d'une unité spéciale dédiée à la révision systématique des affaires non résolues avec les nouvelles technologies disponibles, un projet qui trouverait un écho favorable auprès de la direction de la police judiciaire. À mesure que l'instruction progressait, la défense de Thorne changeait de stratégie. Confrontés à l'accumulation de preuves, ses avocats tentèrent de négocier un accord de plaidé coupable pour homicide sans préméditation, offrant en échange des informations complètes sur le réseau de fraude viticole. Cette proposition fut rejetée par le parquet, confiant dans la solidité du dossier. La préméditation était clairement établie par la sophistication de l'alibi et les actions méthodiques post-crime. Pour Reed, la phase d'enquête active touchait à sa fin. Le dossier, désormais complet, allait bientôt être transmis à la cour d'assises pour jugement. Elle avait accompli sa mission principale, identifier et appréhender le responsable de la mort d'Hélène Weston, permettant enfin à sa famille d'obtenir une forme de clôture après 36 ans d'incertitude. Lors d'une dernière visite à la cellule de Thorne, avant son transfert vers une maison d'arrêt, Reed fut frappé par la transformation physique du suspect. En quelques semaines, le négociant autrefois élégant semblait avoir vieilli de 10 ans. Voûté, le teint gris, il donnait l'impression d'un homme déjà vaincu. « Vous savez, dit-il lorsqu'elle s'apprêtait à partir, j'ai souvent rêvé d'elle. Pas au début, j'étais trop occupé à couvrir mes traces, à reconstruire ma vie, mais ces dernières années, presque chaque nuit. »
Reed s'arrêta sur le seuil, intriguée malgré elle par cette confession inattendue. Elle me regarde sans colère, sans jugement. Elle attend simplement, comme si elle savait que ce jour viendrait inévitablement. Il leva les yeux vers Reed et pour la première fois, elle y vit ce qui semblait être un remords authentique. Est-ce que sa famille, est-ce qu'ils savent maintenant? Reed acquiesça silencieusement. « Bien, » murmura Thorne. « C'est bien. » Ce bref échange marquait la fin d'un chapitre pour Reed, mais le début d'un autre pour la justice française. Car le procès à venir s'annonçait comme l'un des plus médiatisés de l'année, un cold case spectaculairement résolu grâce aux avancées scientifiques, impliquant un meurtrier ayant vécu impunément pendant plus de 3 décennies au cœur de la société qui l'avait trompé. Et tandis que Morgan Reed préparait son témoignage pour le procès imminent, ailleurs en France, dans un bureau luxueux avec vue sur la Seine, un homme âgé raccrochait son téléphone d'une main légèrement tremblante. L'appel qu'il venait de recevoir, l'information que Zachary Thorne avait finalement été arrêté pour le meurtre d'Helen Weston, venait de bouleverser sa confortable retraite. Car pour cet homme, ancien haut fonctionnaire des douanes françaises, l'affaire Thorne représentait bien plus qu'un simple fait divers. Elle constituait un lien dangereux avec son propre passé, un passé qu'il avait cru définitivement enterré, un passé qui, comme les ossements d'Helen Weston, refusait de rester caché éternellement. Le procès à venir n'allait pas seulement juger Zachary Thorne pour un meurtre vieux de 36 ans. Il risquait d'exposer tout un système, toute une époque, et personne ne pouvait prédire jusqu'où mèneraient ces révélations. Le palais de justice de Nantes, avec sa façade néoclassique imposante, semblait presque frémir sous l'attention médiatique qui convergeait vers lui en ce matin de septembre 2023. Une foule de journalistes, caméras en main, attendait l'arrivée du fourgon pénitentiaire transportant Zachary Thorne pour le premier jour de son procès. 36 ans jour pour jour après la disparition d'Helen Weston, la justice allait enfin suivre son cours. Dans une salle de conférence adjacente à la salle d'audience, Morgan Reed finalisait les derniers détails avec l'équipe du procureur. Les semaines précédant le procès avaient été intenses, marquées par des tentatives répétées de la défense pour faire exclure certaines preuves, notamment celles liées au réseau de fraude viticole. « Leur stratégie est claire », expliqua le procureur Guillaume Mercier, un homme austère d'une 50aine d'années. Ils veulent te présenter Thorne comme un simple homme d'affaires ayant commis une erreur tragique sous la pression, pas comme un criminel calculateur qui a éliminé un témoin gênant. Reed acquiesça. Cette tension entre les deux narratifs, crime passionnel impulsif versus élimination méthodique d'un témoin, constituerait l'axe central du procès. À l'extérieur du palais, Nathan Weston, le frère d'Helen, accompagné de sa femme et de ses 2 enfants adultes, affrontait stoïquement les questions des journalistes. « Nous attendons ce moment depuis si longtemps que c'est presque irréel », déclara-t-il, la voix légèrement tremblante. « Hélène était brillante, passionnée, pleine de vie. Elle méritait tellement mieux. Nous sommes ici pour nous assurer que justice soit enfin rendue. » À 9h30 précise, le procès s'ouvrit dans une salle comble. Zachary Thorne, vêtu d'un costume sombre, impeccable, malgré plusieurs semaines de détention préventive, apparut étonnamment composé. Son équipe de défense, menée par Maître Claire Dufour, une avocate renommée pour ses plaidoiries éloquentes, affichait une confiance calculée. L'acte d'accusation, lu par le président de la Cour, détaillait méticuleusement les charges. Homicide volontaire avec préméditation, falsification de preuves et obstruction à la justice. La chronologie établie par l'accusation dépeignait un homme ayant orchestré non seulement un meurtre, mais aussi une dissimulation sophistiquée s'étendant sur plus de 3 décennies. Les premiers témoins appelés établirent le contexte de l'affaire. Anciens collègues d'Hélène, habitants de Saint-Martin-sur-Loire, participant au festival de 1987. Leurs témoignages, bien que parfois imprécis après tant d'années, convergeaient pour dépeindre une femme déterminée qui semblait préoccupée dans les jours précédant sa disparition. Michel Beaumont, l'ancien doyen, offrit un témoignage particulièrement poignant, décrivant comment Hélène avait progressivement changé le focus de ses recherches.
Elle m'a confié, environ 2 semaines avant sa disparition, qu'elle avait découvert quelque chose de suffisamment important pour changer toute l'orientation de son livre. Elle semblait à la fois excitée et inquiète. Le 3e jour du procès marqua un tournant décisif avec le témoignage expert du docteur Sophie Chen. Avec une précision scientifique implacable, elle expliqua comment l'ADN de Thorne avait été formellement identifié sur l'écharpe d'Hélène. La probabilité statistique que cet ADN n'appartienne pas à l'accusé est inférieure à 1 sur plusieurs milliards, affirma-t-elle. De plus, la disposition des traces biologiques suggère fortement un scénario d'étranglement, incompatible avec la version d'un coup accidentel unique. Cette déclaration suscita une agitation visible dans le public. La défense tenta de contester la fiabilité des analyses sur des preuves si anciennes, mais les explications méthodologiques de Chen, soutenues par 3 autres experts internationaux, restèrent inébranlables. Le témoignage suivant, celui de Louis Mercier, l'ancien comptable de Thorne, enfonça davantage le clou en révélant les incohérences dans l'alibi parisien du suspect. Monsieur Thorne m'avait explicitement demandé de créer des traces documentaires de sa présence à Paris, alors même qu'il avait changé ses plans sans explication. La défense contre-attaqua en questionnant la mémoire du témoin après tant d'années, mais le comptable, malgré son âge avancé, resta inébranlable. Ses souvenirs corroborés par des notes personnelles qu'il avait conservées, un détail qui prit la défense au dépourvu. Le point culminant de la semaine fut indéniablement le témoignage de Morgan Reed elle-même. Pendant près de 4 heures, elle détailla méticuleusement la réouverture de l'enquête, la découverte des restes d'Hélène et la reconstitution des événements basés sur les preuves scientifiques et testimoniales. Ce qui distingue cette affaire, conclut-elle, c'est la juxtaposition entre un acte violent apparemment impulsif et une dissimulation extraordinairement calculée et maintenue pendant 36 ans. Cette dualité reflète la personnalité même de l'accusé, capable à la fois d'une violence extrême et d'une manipulation sociale sophistiquée. Lors du contre-interrogatoire, Maître Dufour tenta de suggérer que l'enquête avait été biaisée par une volonté de résoudre à tout prix un cold case médiatique. Reed, imperturbable, s'en tint aux faits scientifiques et à la chronologie établie, refusant d'être entraîné sur le terrain de la spéculation. Au 10e jour du procès, après que l'accusation eut présenté son dernier témoin, vint le moment que toute la salle attendait, la déposition de Zachary Thorne lui-même. L'ancien négociant en vin s'avança vers la barre des témoins d'un pas lent mais déterminé. Sous les lumières vives de la salle d'audience, son visage buriné par l'âge et les épreuves semblait porter le poids de tous ses secrets. « Je voudrais d'abord, » commença-t-il d'une voix étonnamment ferme, « présenter mes plus sincères excuses à la famille d'Hélène Weston. Aucun mot ne peut réparer ce que j'ai fait, mais je tiens à ce qu'ils sachent que pas un jour n'est passé sans que je ne pense à elle. » Ce préambule, visiblement préparé avec soin, fut accueilli par un silence glacial. Nathan Weston, assis au premier rang, resta impassible, les yeux fixés sur l'homme qui avait volé la vie de sa sœur. Puis, dans un revirement que personne n'avait anticipé, Thorne abandonna la version des faits qu'il avait maintenue jusqu'alors. « La vérité, poursuivit Thorne, sa voix perdant soudain de son assurance, est bien plus sombre que ce que j'ai admis jusqu'à présent. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Le président de la cour rappela le public à l'ordre d'un coup de marteau sec. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un moment de panique, c'était... Il s'interrompit, cherchant visiblement ses mots. C'était calculé. J'ai invité Hélène à mon entrepôt ce soir-là, avec l'intention précise de la faire taire. J'avais préparé l'endroit. J'avais même déjà élaboré mon alibi parisien. Cette confession déclencha une onde de choc dans la salle. Reed échangea un regard avec le procureur. Cette admission de préméditation éliminait toute possibilité de requalification en homicide involontaire. Hélène avait découvert bien plus que ma simple fraude sur les vins, continua Thorne. Elle avait identifié tout le réseau, documenté les connexions avec certains officiels français, tracé les flux financiers vers des comptes offshore. Son livre n'aurait pas seulement exposé une escroquerie commerciale, mais un système de corruption institutionnelle. Il marqua une pause, semblant peser chaque mot.
Des personnes très influentes m'ont fait comprendre que cette situation devait être résolue, que je devais m'en occuper ou qu'ils s'en chargeraient eux-mêmes, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour moi. Cette révélation provoqua une agitation immédiate. Le président dut à nouveau intervenir pour rétablir le calme. Pourriez-vous préciser l'identité de ces personnes influentes, Monsieur Thorne ? Demanda le procureur, saisissant l'opportunité. Thorne hésita, balayant la salle du regard comme s'il évaluait les risques. Pierre Valmont, alors directeur adjoint des douanes françaises, et Richard Harrington, importateur américain ayant des connexions politiques à Washington. Ils étaient les principaux bénéficiaires de notre arrangement. Reed nota immédiatement ces noms. Valmont était devenu par la suite un haut fonctionnaire au ministère des Finances avant de prendre une retraite dorée. Harrington était décédé en 2015, mais sa société d'import-export existait toujours, désormais dirigée par son fils. Je tiens à préciser, ajouta précipitamment Thorne, qu'ils n'ont jamais explicitement demandé ce qui s'est passé. Ils voulaient simplement qu'Hélène soit neutralisée, que ses recherches soient discréditées ou supprimées. La décision de l'éliminer physiquement était la mienne. Cette précision, visiblement destinée à limiter sa propre responsabilité morale, sonnait creux face à l'horreur des faits décrits. Thorne poursuivit son récit, détaillant comment il avait attiré Hélène dans son entrepôt sous prétexte de lui montrer des documents prouvant l'implication d'officiels haut placés. Elle était tellement confiante, tellement certaine de faire ce qui était juste. Quand nous sommes arrivés dans mon bureau privé, j'ai fermé la porte derrière nous. Elle s'est retournée surprise par le bruit. C'est à ce moment que j'ai saisi son écharpe. Le silence dans la salle était assourdissant. Reed observa les jurés. Certains détournaient le regard, d'autres fixaient Thorne avec une intensité glaciale. « Ça n'a pas été rapide », admit-il, la voix à peine audible. « Elle s'est débattue, fortement. J'ai dû maintenir la pression pendant plusieurs minutes. Puis, j'ai frappé sa tête contre le bord de mon bureau pour m'assurer. » Il n'acheva pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. La brutalité clinique de sa description correspondait parfaitement aux conclusions médico-légales. Ensuite, j'ai transporté son corps dans ma voiture, attendu la nuit profonde, et je l'ai enterré dans cette zone boisée isolée. J'ai conservé quelques-uns de ses effets personnels, y compris l'écharpe, comme, je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être comme une forme perverse de trophée ou de rappel. Cette confession sans phare, plus détaillée et incriminante que tout ce qu'il avait admis précédemment, laissait la cour stupéfaite. Même sa propre avocate semblait prise au dépourvu par cette stratégie d'aveu complet. Le procureur, se ressaisissant, enchaîna avec des questions précises sur les années suivantes, comment Thorne avait maintenu sa façade, géré sa culpabilité, poursuivi ses activités frauduleuses. « La vérité est que j'ai simplement continué », répondit Thorne avec une franchise troublante. « Les premières années étaient difficiles. Je sursautais à chaque sirène de police, m'attendais à être arrêté à tout moment. Mais quand les mois sont devenus des années, puis des décennies, j'ai presque réussi à me convaincre que j'avais échappé à la justice. » Il décrivit comment il avait progressivement transformé son entreprise après l'incident, abandonnant les aspects les plus flagrants de sa fraude tout en maintenant un réseau d'influence lucratif. Comment il avait suivi de loin l'évolution des techniques d'analyse ADN, consultant régulièrement des experts pour évaluer le risque d'être identifié. Le plus ironique, conclut-il avec un sourire amer, c'est que j'aurais probablement emporté ce secret dans ma tombe si cet archiviste, mademoiselle Moreau, n'avait pas découvert que l'écharpe n'avait jamais été correctement traitée. Une simple erreur administrative a fait ce que 3 décennies d'enquête n'avaient pu accomplir. Lorsque vint le moment du contre-interrogatoire, Maître Dufour, visiblement contrainte d'adapter sa stratégie à cette confession inattendue, se concentra sur l'état mental de son client au moment des faits et sur les pressions qu'il aurait subies. Vous avez mentionné des menaces implicites de la part de vos associés. Craignez-vous pour votre propre sécurité si vous n'agissiez pas ? Thorne parut considérer la question. J'aurais aimé pouvoir dire oui, que j'ai agi sous la contrainte, mais ce serait malhonnête. J'étais principalement préoccupé par mon empire commercial, ma réputation, ma liberté. J'ai choisi la solution qui me semblait la plus efficace.
Cette réponse, dénuée de toute tentative d'auto-justification, scellait effectivement son sort devant le jury. À la fin de sa déposition, qui s'était étendue sur près de 5 heures, Thorne semblait épuisé mais étrangement apaisé, comme si le poids de ce secret trop longtemps gardé avait enfin été allégé. Dans les jours qui suivirent, le procès aborda les ramifications plus larges de l'affaire. Pierre Valmont, l'ancien haut fonctionnaire des douanes nommé par Thorne, fut appelé à témoigner. Visiblement ébranlé et vieilli prématurément par le scandale émergent, il nia farouchement toute implication dans la mort d'Hélène, tout en admettant à contre-cœur certaines irrégularités administratives dans le traitement des exportations de Thorne. Le procureur annonça l'ouverture d'une enquête distincte sur ces allégations de corruption, bien que les faits économiques fussent prescrits. La dimension morale liée à un homicide demeurait, elle, intacte. Le 28 septembre 2023, après seulement 4 heures de délibération, le jury rendit son verdict. Zachary Thorne était reconnu coupable d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne d'Hélène Weston. Le président de la Cour le condamna à 30 ans de réclusion criminelle, la peine maximale compte tenu de son âge avancé. Thorne accueillit la sentence sans réaction visible, comme s'il l'avait anticipée et acceptée depuis longtemps. Seul un léger hochement de tête trahit qu'il avait entendu et compris sa condamnation. À la sortie du tribunal, sous un ciel automnal rappelant étrangement celui de ce fatal septembre 1987, Morgan Reed observa Nathan Weston étreindre sa famille, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Justice avait enfin été rendue, même si rien ne pourrait jamais ramener Hélène. « C'est terminé ? C'est... » demanda l'inspecteur Dubois, rejoignant Reed sur les marches du palais. « L'affaire Weston, oui, » répondit-elle, observant les journalistes qui se dispersaient déjà à la recherche du prochain fait divers sensationnel. Mais les répercussions de ce qu'elle a découvert ne font que commencer. Car dans les étages supérieurs du ministère de la Justice, dans les salles de rédaction des grands journaux, dans les bureaux feutrés de certaines entreprises viticoles, l'onde de choc des révélations de Thorne continuait de se propager. D'anciennes alliances se fracturaient, des carrières bâties sur des décennies de silence commençaient à vaciller. Hélène Weston n'avait pas pu publier son livre dénonçant la corruption dans l'industrie viticole franco-américaine. Mais 36 ans plus tard, sa quête de vérité continuait de résonner, bouleversant un système qui s'était cru intouchable. Et quelque part dans l'au-delà, peut-être, une jeune professeure américaine aux cheveux auburn souriait enfin. Le cimetière de Saint-Martin-sur-Loire baignait dans la lumière dorée d'un matin d'octobre. Une petite assemblée s'était réunie autour d'une tombe fraîchement creusée. Après 36 ans d'attente, les restes d'Hélène Weston allaient enfin reposer en paix. Nathan Weston, désormais un homme aux cheveux grisonnants, se tenait droit malgré le poids des années et du chagrin. À ses côtés, sa famille et quelques anciens collègues et étudiants d'Hélène avaient fait le déplacement pour cet ultime adieu. Parmi eux se trouvait Michel Beaumont, l'ancien doyen, poussé dans un fauteuil roulant, mais déterminé à être présent. Morgan Reed observait la cérémonie à distance respectueuse. Cette affaire, qui avait occupé une place centrale dans sa vie professionnelle pendant près d'1 an, touchait à sa fin. Le dossier Weston était officiellement clos, classé parmi les cold cases résolus grâce aux avancées scientifiques. Elle aurait aimé la symbolique, murmura Léa Moreau, l'archiviste qui avait découvert l'écharpe non traitée, venue assister aux funérailles. Être enterrée au cœur de ce terroir qu'elle étudiait avec tant de passion. En effet, la famille avait choisi d'inhumer Hélène en France plutôt que de rapatrier ses restes aux États-Unis. Comme l'avait expliqué Nathan, c'est ici qu'elle avait trouvé sa vocation, c'est ici que son esprit demeurera. La cérémonie fut simple mais émouvante. Des lectures en français et en anglais, quelques anecdotes partagées par d'anciens amis, et enfin, le geste poignant de Nathan déposant sur le cercueil le manuscrit inachevé de sa sœur, ces pages sur lesquelles elle travaillait encore la veille de sa mort. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, dans le centre pénitentiaire de Nantes, Zachary Thorne s'adaptait à sa nouvelle réalité. À 75 ans, condamné à 30 ans de réclusion, il savait qu'il finirait ses jours derrière les barreaux.
Ses avocats avaient déposé un pourvoi en cassation, mais il s'agissait d'une formalité plus que d'un véritable espoir. Les preuves et sa propre confession ne laissaient aucune place au doute juridique. Contrairement aux attentes, Thorne semblait avoir trouvé une forme de paix intérieure depuis sa condamnation. Il avait demandé du papier et des stylos et passé ses journées à écrire ce qu'il appelait ses mémoires expiatoires, un récit détaillé de ses crimes, mais aussi du système de corruption qu'il avait contribué à bâtir et maintenir pendant des décennies. Ses écrits, transmis à la justice par l'intermédiaire de son avocat, s'avérèrent précieux pour l'enquête plus large qui se développait désormais sur les ramifications du réseau de fraude viticole. Bien que la plupart des infractions économiques fussent prescrites, les implications en termes de corruption de fonctionnaires ouvraient de nouvelles pistes judiciaires. Pierre Valmont, l'ancien haut fonctionnaire des douanes, nommé par Thorne durant son procès, faisait désormais l'objet d'une enquête préliminaire. Plusieurs autres noms émergeaient progressivement, dessinant un réseau d'influence qui s'étendait bien au-delà du simple commerce du vin. L'affaire Weston Thorne avait également déclenché une onde de choc dans le monde viticole. L'industrie du vin, soucieuse de préserver sa réputation, avait lancé des audits internes et renforcé ses procédures de certification. Les appellations prestigieuses, particulièrement ciblées par les contrefaçons historiques de Thorne, investissaient désormais dans des technologies de traçabilité avancées. La couverture médiatique de l'affaire avait aussi ravivé l'intérêt pour le travail académique d'Hélène. Ses anciens articles et recherches préliminaires sur les traditions viticoles françaises étaient redécouverts et cités dans de nouvelles publications. Une maison d'édition universitaire avait même approché Nathan pour discuter de la possibilité de publier une version annotée des fragments du manuscrit inachevé de sa sœur. Ce serait une forme de justice poétique, avait-il confié à Reed lors d'un dernier café avant son retour aux États-Unis. Que sa voix soit finalement entendue, que son travail survive à la tentative de le faire taire. Pour Reed, l'impact de cette affaire dépassait largement sa dimension criminelle. Au-delà de la résolution d'un homicide, elle avait mis en lumière comment les avancées technologiques pouvaient transcender le temps pour rétablir la vérité. C'était un message puissant, adressé à tous ceux qui croyaient pouvoir échapper indéfiniment aux conséquences de leurs actes. Cette philosophie se concrétisa dans la création d'une nouvelle unité spécialisée au sein de la police judiciaire française, l'unité d'analyse rétrospective des preuves biologiques. Baptisée officieusement Unité Weston par ses membres, elle se consacrait à la réexamination systématique d'anciennes affaires non résolues à la lumière des techniques scientifiques modernes. Reed, promu commandant suite à la résolution de l'affaire Weston, fut naturellement proposé pour diriger cette unité. Après une brève hésitation, elle avait envisagé un retour aux États-Unis, elle accepta ce nouveau défi. Chaque cold case résolu représente une famille qui peut enfin tourner la page, une victime qui retrouve son nom et un coupable qui affronte ses responsabilités, expliqua-t-elle lors de la conférence de presse annonçant la création de l'unité. La justice peut être retardée, mais grâce à la science et à la persévérance, elle ne peut plus être indéfiniment évitée. L'héritage d'Hélène Weston se manifestait également de façon plus personnelle. Inspirée par son courage et sa détermination, une de ses anciennes étudiantes, maintenant professeure elle-même, avait créé une bourse d'études portant son nom à l'université de Tours. Cette bourse était destinée aux jeunes chercheurs travaillant sur l'éthique dans le commerce international et la protection des lanceurs d'alerte, un domaine qui résonnait profondément avec l'expérience d'Hélène. 6 mois après la condamnation de Thorne, la petite commune de Saint-Martin-sur-Loire inaugura une plaque commémorative sur la place centrale, non loin du café de la place, où Hélène avait été vue pour la dernière fois. L'inscription, simple mais éloquente, se lisait en français et en anglais. À la mémoire d'Hélène Weston, 1955-1987, chercheuse, professeure, défenseuse de la vérité. Sa quête de justice nous rappelle que la vérité finit toujours par émerger. La cérémonie d'inauguration, discrète mais émouvante, rassembla villageois, étudiants et représentants des forces de l'ordre.
Le maire, dans son discours, souligna comment une tragédie individuelle avait finalement conduit à un renforcement collectif de la justice et de l'intégrité. Pour les habitants du village, longtemps hantés par cette disparition non résolue, la plaque représentait une forme de réparation communautaire. Les plus âgés racontèrent maintenant ouvertement leurs souvenirs de cette soirée de septembre 1987 et des jours anxieux qui avaient suivi. Une page sombre de l'histoire locale pouvait enfin être tournée. Dans les salles de classe de l'université de Tours, le cas Weston devint un sujet d'étude pour les futurs criminologues et juristes. Il illustrait parfaitement l'évolution des techniques d'investigation, l'importance de la préservation des preuves et le pouvoir transformateur des avancées scientifiques dans la résolution des affaires anciennes. Quant à Zachary Thorne, son histoire prenait une tournure inattendue. Ses mémoires expiatoires, initialement destinées aux seules autorités judiciaires, avaient suscité l'intérêt d'un procureur anticorruption. Avec l'accord de Thorne, ces témoignages détaillés servaient désormais de base à une enquête élargie sur les réseaux d'influence dans le commerce international du vin. Cette collaboration, bien que tardive, lui apportait une forme de rédemption partielle. Elle ne diminuait en rien l'horreur de son crime, ni la justesse de sa peine, mais offrait au moins un sens à ses dernières années d'existence. Lors d'une dernière visite à la prison, Reed trouva un homme considérablement changé. Le négociant, autrefois élégant et arrogant, avait laissé place à un détenu vieillissant qui semblait avoir accepté son sort. « Savez-vous ce qui est le plus étrange, commandant Reed ?» lui confia-t-il. « Pendant toutes ces années de liberté, j'étais en réalité prisonnier de mon secret. Maintenant que je suis physiquement incarcéré, je me sens paradoxalement libéré. » Reed l'observa sans commenter, consciente de la complexité morale de cette affaire, où la frontière entre justice et rédemption demeurait floue. « Elle aurait changé le monde, vous savez », ajouta Thorne après un moment de silence. « Hélène, elle avait cette clarté morale que peu d'entre nous possèdent. J'ai éteint cette lumière par peur et par égoïsme. C'est ma véritable condamnation, bien plus lourde que toutes les années de prison. » En quittant le centre pénitentiaire ce jour-là, Reed contempla le ciel automnal, si semblable à celui qui avait accompagné les derniers pas d'Hélène Weston. Une affaire résolue n'effaçait jamais la tragédie initiale, mais offrait au moins une forme de clôture, un rappel que la vérité, même enterrée pendant des décennies, finissait toujours par refaire surface. Dans les vignobles du Val-de-Loire, les vendanges se poursuivaient comme elles l'avaient fait chaque automne depuis des siècles. La vie continuait son cycle immuable, mais désormais dans ce paysage bucolique résonnait aussi l'écho d'une justice tardive, un rappel que le temps pouvait obscurcir la vérité, mais jamais l'effacer complètement.